Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère que vous allez les aimer et aimer ma compagnie. Je suis assez pressé de vous raconter tout ça, alors perdons pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux me suivre sur Insta, ça peut se faire ici. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Mon histoire s'est déroulée en juin 2021. J'habitais à l'époque à Bordeaux, entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean, pour ceux qui savent. En tant que bonne étudiante, j'étais à une soirée étudiante sur la place de la Victoire. Il est 3 h du matin, je décide de rentrer à pied chez moi, car j'ai que 10-15 minutes à pied pour rentrer. Je marche tranquillement, mais je sens qu'une personne est derrière moi et me suit. J'arrive sur la place où se trouve le bâtiment dans lequel il y a mon appartement. Je suis à même pas 2 minutes de chez moi. Sur ma droite se trouvent des vitrines. La nuit, ça fait des reflets. Et je vois qu'il y a un homme à capuche, vêtu de noir plus loin derrière moi. Dans ma tête, je me suis dit que si je partais en courant jusqu'à chez moi, il me rattraperait. Puisque la porte du bâtiment s'ouvre avec un badge et la porte est assez lourde. Donc j'ai pensé à une stratégie pour me faire gagner quelques secondes et rentrer chez moi sans me faire attraper. Je remercie les nombreuses threads d'horreur que j'ai regardées qui m'ont donné cette idée. Je prends mon téléphone et je cherche sur YouTube une sonnerie appel iPhone. Et je fais genre qu'on m'appelle. Je m'arrête et je fais comme si je cherchais un ami. Je me retourne vers le mec pour qu'il voie que je l'ai vu. Et il s'arrête aussi. Et là il me tourne le dos et fait marche arrière. Je saisis ma chance et je pars en courant. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai gagné quelques secondes car il n'a pas capté que j'étais parti vu qu'il me tournait le dos. Il capte quand même et se met à me courir après et à crier. J'ai à peine le temps de déverrouiller ma porte, l'entrouvrir et passer dans l'ouverture de profil et de refermer la porte derrière moi pour la reverrouiller. Une seconde plus tard, le mec arrive devant la porte. Je reprends mon souffle. Toujours les mains sur la porte pour la maintenir fermée. Même si elle est verrouillée, je me dis qu'elle pourrait lâcher. Le gars est toujours là. Il sourit avec un sourire de psychopathe. Et il dit juste « tu as eu de la chance ». Je décide de partir du hall d'entrée pour rejoindre mon ascenseur. Je l'entends essayer d'ouvrir la porte. Il pousse des cris. Il tape et il m'insulte de jolis noms, mais la porte ne bouge pas. Je ne me retourne pas et je rentre chez moi. Je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui venait de se passer. Je ne suis pas sorti de chez moi durant plusieurs semaines après ça. J'observais depuis mes fenêtres sans jamais l'apercevoir de nouveau ou le recroiser des semaines plus tard. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Alors au fait, c'est une histoire d'une abonnée et j'ai écrit Bordeaux, poursuivi, soirée, move de génie. Voilà, c'est le nom du document comme je l'ai écrit. Voilà, c'est une soirée à Bordeaux et la fille a failli se faire, on sait pas, kidnapper, qu'est-ce qu'il allait faire, mais en tout cas, il le dit, il avait pas de bonnes intentions. Donc oui, le truc du tu vas chercher sur YouTube un appel iPhone, ça peut marcher. Bon, c'est vrai que si tu as un Nokia 3310, peut-être que le mec il va te gauler. Donc faites attention aussi. Bref, trêve de plaisanterie, bravo pour ce move de génie, et on va passer à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée l'année dernière. Lorsque j'ai vécu cette histoire, j'étais en école primaire dans une école vraiment merdique. Le système là-bas était nul et elle était située dans une zone dangereuse de la ville dans laquelle je vivais. En fait, je me suis juste souvenu de l'histoire parce qu'il était si habituel que des choses comme ça se produisent là-bas que pour moi c'était tout simplement normal. Alors je l'ai oublié. Mais en y repensant maintenant, je me rends compte que ce n'était pas normal. J'étais donc en classe d'éducation physique et nous faisions des tours autour de l'école sur le trottoir pour nous étirer. J'étais avec mon groupe d'amis de 5 filles et nous marchions derrière comme toujours parce que pendant ce temps-là on parlait des dramas qui se passaient dans l'école. Nous marchions donc et parlons de nos petits trucs lorsqu'un camion rouge a ralenti à côté de nous. Ce n'était pas inhabituel, chaque fois que nous marchions à l'extérieur de l'école, un homme effrayant ralentissait. Donc nous n'y pensions pas et continuions à marcher en l'ignorant. Nous avons revu son camion 2 ou 3 fois de plus. Il roulait autour de l'école et ralentissait à chaque fois qu'il passait devant nous. Alors nous avons décidé d'en parler à notre professeur qui nous a fait retourner à l'intérieur, dans le gymnase. Nous avons commencé à jouer à n'importe quel jeu lorsque le professeur est venu me voir. Et il m'a dit qu'on m'avait demandé d'aller au bureau principal parce que quelqu'un était là pour venir me chercher. Je paniquais parce que personne n'était censé venir me chercher pendant les cours ce jour-là. Et j'ai pensé que quelque chose de grave était peut-être arrivé à ma mère ou à mon père ou à quelqu'un de ma famille. Alors j'ai mis mes vêtements normaux, j'ai attrapé mon sac à dos et je me suis précipité au bureau. Quand je suis arrivé, la dame m'a dit qu'il y avait un homme qui m'attendait devant les portes principales. J'étais un peu confuse parce que d'habitude quand mes parents venaient me chercher, ils attendaient dans le couloir jusqu'à ce que j'arrive. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte vitrée
et j'ai vu un vieil homme. Je n'avais jamais vu cet homme une seule fois dans ma vie. Je suis rapidement retourné au bureau et j'ai dit à la dame que je ne le connaissais pas. Et ce qu'elle m'a dit m'a ensuite fait très peur. Elle m'a dit qu'il avait dit qu'il était un ami de mes parents et qu'il lui avait demandé de venir me chercher parce que ma mère avait eu un accident de voiture. Il a donné à la dame mon prénom et mon nom de famille, mon âge, le nom de ma mère et la classe dans laquelle j'étais. J'ai été choqué et je lui ai immédiatement demandé si je pouvais appeler mes parents pour confirmer. Alors j'ai appelé mon père et il m'a dit que ma mère allait très bien et que lui était au travail. La dame m'a alors juste demandé de retourner en classe. Et je n'ai jamais revu cet homme. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé après mon départ et comment a-t-il su toutes ces informations sur moi. Mes parents en ont parlé aux policiers et il n'y a jamais rien eu. Nous n'avons jamais eu de réponse. Depuis que c'est arrivé, j'ai déménagé dans une ville beaucoup plus sûre. Et j'espère que je ne reverrai jamais cet homme. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Et oui, on espère que tu le reverras jamais. Et par contre, c'est quand même fou de se dire, imagine, la personne elle se dit ouais c'est normal, on était à l'école mais il y avait des gens qui rôdaient autour de notre école, des vieux monsieur qui venaient avec un camion. Waouh, je sais pas où ça se passe pour que effectivement ils en soient à ce niveau là de moi c'est normal, tu vois. C'est peut-être déjà, je vous le dis, il n'était pas sur le Reddit français, donc je sais pas où ça se passe mais c'est tendu, je vous le dis. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Bonjour, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à l'été 2020, pendant que j'étais en vacances en bord de mer. J'avais 16 ans à ce moment et je suis habitué du camping où j'étais étant donné que j'y vais tous les ans. J'ai des amis là-bas que je vois en général qu'à cette occasion. À ce moment-là, il faisait nuit et il restait que moi et un autre de mes potes et on était posés sur la digue. On voit de nombreuses personnes passer comme chaque soir, mais on remarque qu'il y en a tout de même plus que d'habitude. Avant de comprendre qu'en plus d'un camp d'évangélistes qui se trouvait juste à côté de notre camping, il y avait probablement des gens du voyage dans les alentours. On a l'habitude, on n'y fait pas du tout attention. On a juste des précautions dans le camping pour la nuit sans plus. Et c'est pour les adultes qui gèrent, au vu de leur mauvaise réputation. Fatigué, ils décident de rentrer. Mais personnellement, j'ai trop d'énergie. Je décide d'aller en ville me balader. Je prends un petit chemin classique dans des petits quartiers pavillonnaires assez aisés en haut de la falaise. RAS, tout est calme. Arrivé en ville, beaucoup d'ambiance. Et ce qu'on pensait se confirme. Il y a également des gens du voyage présents dans le secteur. Difficile de les louper. Je me sens pas spécialement à l'aise au vu de la masse et des groupes autour de moi. Je continue quand même de me balader. Je fais un tour de la ville et j'admire la mer. Bon, de nuit c'est pas pratique. Après ça, je me décide enfin à faire chemin inverse pour rentrer. Ça prend environ 40 minutes. Je remarque en repassant sur les remparts, je sais pas trop comment appeler ça, qu'il y a moins de monde et que des gens se prennent la tête, qu'ils sont alcoolisés. Certains probablement sous petits bonbons. Bref, j'accélère le pas. J'arrive dans les quartiers calmes et reculés de la ville. Je peux enfin ralentir et réécouter ma musique en paix. Il fait nuit noire dans ces quartiers. Il est environ 1 h du matin. Par réflexe de précaution, je me retourne voir partout autour de moi. Et je soupçonne une silhouette dans le fond de la rue. Mais avec tous les poteaux, lampadaires, panneaux, voitures, etc., rien d'alarmant de voir des formes pas très compréhensibles dans l'obscurité. Je m'enfonce dans les petits quartiers pavillonnaires et je me sens de plus en plus mal à l'aise. J'enlève mon casque et je le range dans mon sac. Je suis à l'arrêt en plein milieu de la rue et en même temps que de le ranger, portable main gauche, le reste main droite, je me baisse sans m'accroupir de manière à voir mon sac mais aussi pouvoir observer furtivement derrière moi. Et je distingue légèrement la même forme qu'au début, mais à la même distance. J'en suis persuadé que quelque chose ne va pas. Je suis convaincu que j'ai été discret en regardant de cette façon. Je repars et accélère le pas de nouveau. Je diminue la luminosité de la lampe de mon téléphone portable. J'ai eu une idée. Je continue sur mon chemin classique et à un moment aléatoire, je me retourne en pointant la lampe derrière moi. La forme est trop loin. Je ne vois qu'une masse sombre. J'augmente à nouveau au maximum la lumière, toujours trop loin, il manque quelques mètres. S'offre à moi 2 solutions. Faire mine de rien et continuer mon chemin à avancer pour en avoir le cœur net. Je suis grand, 1,90 m, sportif, donc capable de fuir. Mais l'autre aussi semble avoir cette carrure. Aucune certitude que je puisse lui échapper si ça dérape. Je prends l'option A. Je me dépêche, j'arrive sur le bord de la falaise. Je vois la digue et le parking de mon camping, avec juste le parking d'éclairé. Il reste 15 minutes de marche en temps normal. Je m'arrête subitement et là j'en suis sûr. Il y a quelqu'un. En tournant légèrement la tête, j'ai revu cette personne. Entendu un caillou au sol être tapé. Et surtout, en changeant d'angle, on distingue mieux la forme du corps. Je repars encore plus vite tout en marchant. Toujours derrière, l'impression qu'elle se rapproche. Je descends la falaise. Je me retourne voir la descente. Personne. Disparu. Je
Je me pose une minute, je m'interroge. Est-ce que j'ai halluciné? Je tourne ma tête à droite vers une route qui mène au centre et mon sang se glace. À environ 30 mètres, il est là, à la sortie de ce quartier résidentiel. Il a pris la route pour les voitures pour échapper à ma vue. La panique monte et je remarche vite fait. Il suit. Soudain, je perçois des lumières et des sons au fond de la digue. 1 kilomètre de long, je dirais. Au premier pas que j'ai mis dessus, je me suis lancé dans un sprint. J'ai éteint ma lumière et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Il suivait sur le deuxième niveau, 1 mètre au-dessus. Je l'entendais, mais pas l'impression qu'il me rattrapait. J'arrive au niveau du groupe que je pensais avoir repéré et bingo, un groupe de jeunes. Ce sont les évangélistes qui sont juste derrière le camping. Ils comprennent pas ce que je fais et je leur explique. Et ils regardent tous dans la direction de la digue. Et 3 gars vont dans la direction là. Ils sont passés derrière la digue avant de réapparaître dessus avec un gars qui courait vers la ville à fond. Ils reviennent et ils étaient sur 2. Le gars était très étrange. Il cherchait à se cacher. J'ai fini la soirée en rigolant avec eux. Les jours suivants, en les croisant, on rigolait ensemble. Ils étaient super cool. Ceci dit, dans la nuit au camping, des rôdeurs ont été vus, dont un qui, d'après ce qui a été dit, ressemblait à ce mystérieux homme, habillé en noir, environ 1m85-90, sportif et au comportement étrange. On a soupçonné les gens du voyage comme d'habitude, mais je pense personnellement que cet homme n'en était pas un. Il avait l'air de connaître beaucoup mieux que moi les lieux, et il était trop sûr de lui. Qui était-ce? On ne le saura jamais. Petite morale de l'histoire qui a été écrite par la personne qui raconte ça. Les routes éclairées, c'est cool. Ne vous basez pas sur les préjugés des communautés et restez sur vos gardes pour fuir au bon moment. Je continue d'emprunter ce chemin étant le plus rapide, mais à présent, j'ai en tête des chemins alternatifs parfaits pour perdre quelqu'un qui ne connaît pas assez bien les lieux. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Franchement, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette histoire, je pense que là, il y a vraiment rien à dire. Il y a un mec hyper chelou qui lui veut du mal. Qu'est-ce qu'il veut? On sait pas du tout. Heureusement, il était à bonne distance et que la personne qui raconte ce thread est plutôt sportive. Donc oui, quelque chose que t'as pas envie de vivre. Alors, comme j'ai rien d'autre à dire, bah on va passer au prochain thread d'horreur. Voilà. Tout simplement. Alors juste avant de commencer ce dernier thread d'horreur, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu et un abonnement si c'était pas déjà fait. Parce que si t'en es là, c'est que t'as kiffé la vidéo. Donc si tu peux prendre 3 secondes de ton temps, t'avoue que ça m'arrange beaucoup. Je sais, c'est peut-être chiant, hein. Il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est chiant, il force un peu. Ouais, mais toi, ça te prend 3 secondes de ton temps. Sauf que moi, rien que raconter cette histoire-là, elle fait 10 pages, donc ça va prendre quelque chose comme 20 minutes à peu près. Donc, tu vois, 3 secondes, 20 minutes, rien que pour cette histoire-là. Donc, bon, bah voilà, je te raconte pas tout le détail. Bref, je vais pas t'ennuyer plus que ça, on va continuer tout de suite. Cette histoire s'est passée l'année dernière, lorsque je devais faire un stage obligatoire pour le lycée. J'avais 16 ans. J'habitais dans une petite ville qui ne dépasse pas les 10 000 habitants et dans laquelle se trouvaient pas mal de boutiques, boulangeries, magasins de vêtements indépendants, carrefours, boucheries. Ils étaient tous accessibles à pied à moins de 5 minutes. À ce moment-là, c'était bientôt les vacances d'été, donc il faisait extrêmement chaud. J'ai donc envoyé ma convention de stage au patron de la boulangerie qui a accepté de me prendre pendant une semaine. Les horaires étaient de 7 h du matin à 13 h, du mardi au samedi, sauf le jeudi qui était donc le seul jour de cette semaine de stage où j'étais présente l'après-midi dans la boulangerie de 13 h à 18 h. Il faut savoir que dans cette boulangerie, il y a 3 employés qui ne travaillaient pas aux mêmes horaires et une alternante qui apprenait le métier. L'une de mes collègues temporaires, Marie, est une vieille femme divorcée qui est très chaleureuse comparée aux autres employés qui n'ont jamais l'air contentes d'être là. Elles étaient même encore plus aigries d'avoir à gérer une stagiaire. Il faut aussi savoir que la boulangerie se trouve dans l'angle de rue d'un carrefour de 3 rues. Le bâtiment fait donc la forme d'un triangle et la porte d'entrée en est la pointe. Derrière les baguettes et pains qui sont exposés, il y a un couloir qui mène à une arrière-cour qui longe la rue. Il y a un massif portail noir qui permet donc de faire entrer des camionnettes lors de livraison. Le portail est d'ailleurs toujours fermé. Le mardi se passe plutôt bien, même si je galère un peu à faire fonctionner la caisse. Les clients passent, certains viennent à vélo. Finalement, tout va bien et je vends mes premières viennoiseries. Sauf qu'il y a une femme qui fait des allers-retours. Elle semble à chaque fois vouloir rentrer dans la boulangerie, mais ne passe jamais la porte. Le mercredi, je revois cette femme. Cette fois-ci, elle descend de son vélo pour aller sur le trottoir qui longe la boulangerie, en sachant qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient d'être servies ce jour-là. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur de la boulangerie comme si elle voulait vérifier que les vitrines soient bien remplies. J'en parle rapidement à Inès, une employée du matin, qui me parle un peu de cette cliente. Inès me dit que la boulangerie a déjà eu des problèmes avec elle, comme quoi elle aurait déjà essayé de voler des canettes dans le frigo. Inès me précisait aussi que cette cliente, dont je ne connais pas le nom, fait des tours de vélo dans le but de demander de l'argent à tous les passants dans la rue, en particulier à ceux qui viennent à la boulangerie.
parce qu'elle sait qu'ils viennent pour acheter et qu'ils ont de l'argent sur eux. Le jeudi, j'ai fait ma première grasse matinée de la semaine et j'étais refaite. J'étais aussi très heureuse pour un autre événement que j'avais très hâte qu'il se passe le soir même. Je rentre dans la boulangerie un peu plus tôt car je m'ennuyais et c'est noir de monde. Tout le monde fait la queue pour avoir un sandwich. Donc j'essaye d'aider au mieux Marie que je venais tout juste de rencontrer. Nous n'avons eu le temps de parler qu'à 14h30 environ et très bonne surprise. Marie est super gentille. Elle a beau pouvoir être la mère de mes parents, elle est extrêmement gentille avec moi et fait tout pour entamer une discussion lorsqu'il n'y a pas de clients. Au fil des minutes, elle me fait confiance. Je lui explique que je suis là depuis 2 jours, que j'aime beaucoup ce que je fais et ça me fait passer le temps. Marie me raconte également quelques passages de sa vie auxquels je réagissais, ce qui la faisait rire. Soudain, panne de clim. Il faisait très chaud dans la boulangerie. Les fours derrière étaient encore en marche pour refaire des tournées de baguettes. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée dans la boulangerie, donc impossible de créer un courant d'air pour nous rafraîchir. Et de toute façon, il n'y avait pas un souffle de vent à l'extérieur. Nous continuons avec Marie de travailler. Je passais le balai quand soudain Marie me demande d'aller jeter les poubelles. Elle me dit qu'il faut que je mette le sac dans la poubelle la plus à droite. Je sors, je mets le sac dans la poubelle et je remarque juste avant de jeter le sac que la poubelle est pleine à craquer de baguettes qui n'ont pas été vendues. Je suis étonné qu'autant soit jeté. Surtout qu'il y a les restos du cœur à 2 rues à peine. Je lâche le sac et retourne à l'intérieur où je retrouve Marie, toujours en train de servir les clients. La journée augmentait ma fatigue et la journée passait de plus en plus lentement à tel point où je comptais les minutes qui restaient. Surtout que j'avais envie de fumer, ce qui n'arrangeait rien. Marie me dit soudainement qu'elle va aller fumer dans la petite cour arrière, là où je venais de jeter le sac poubelle, et que je ne peux pas l'accompagner parce qu'on ne peut pas laisser la boutique sans personne pour s'occuper des clients qui arrivent. Je lui dis qu'il n'y a aucun problème et je m'occupe de gérer les magasins. Pendant quelques minutes où je me retrouve seul dans la boutique, je remarque que la jeune femme à vélo, la cliente qui gratte des centimes aux clients de la boulangerie, tourne encore dans les quelques rues. Elle finit par s'immiscer dans l'une d'elles. Lors des 5 prochaines minutes, je ne la revois plus. Puis Marie revient, 15 minutes plus tard. Je remarque qu'elle a une tasse de café vide dans la main, un bloc-notes de commande couvert de post-it et que sa pause clope est finie. Elle me tend alors une cigarette que j'accepte volontiers avant de filer dans l'arrière-cour. Je me retrouve alors seul et essaye de trouver un petit coin d'ombre parce que le soleil tapait beaucoup trop fort. Je trouve ça près d'une petite cabane et j'allume ma cigarette. Quelques voitures passent mais à part cela, il n'y a aucun bruit. Pas un oiseau, pas de bruit d'eau, ni même de passants qui parleraient dans la rue. Soudainement, le portail se met à bouger dans un grand bruit de fer comme si quelqu'un venait de taper dedans. Ma cigarette étant seulement à moitié consumée, je décide de me rendre près du portail d'une lenteur affolante. C'est avec grande surprise que je vois la cliente de tout à l'heure, en train d'escalader le portail. Mon cœur s'affole parce que je ne sais absolument pas quoi faire. Il y a des caméras de surveillance dans la boulangerie, mais pas dans l'arrière-cour. Honnêtement, je me chie dessus. Elle ne me voit pas du tout parce qu'elle fonce dans la poubelle dans laquelle j'ai jeté un sac quelques secondes avant. Elle en sort plusieurs dizaines de baguettes qu'elle fourre dans un sac à dos. De mon côté, je suis tétanisé. Il fallait que ça tombe sur moi, une stagiaire. Et surtout, il fallait que ça m'arrive au moment où je suis toute seule dehors. Elle fait alors tomber une baguette dans sa précipitation, car elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Et pendant qu'elle se penche pour ramasser la baguette qu'elle a fait tomber, elle me voit du coin de l'œil. C'est à ce moment-là que je ne sais pas comment réagir. J'ai extrêmement peur. Inès m'avait aussi dit que ce genre d'événement était arrivé avec cette cliente, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que cela m'arrive à moi. Elle me regarde de haut en bas et en une fraction de seconde, elle se jette sur moi. Je cours à l'autre bout de la cour, mais elle me lance une baguette sur la tête pour que je m'arrête. En écrivant ça, je rigole, mais sur le moment, c'était pas drôle. Arrivée dans un cul-de-sac, elle est juste à côté de moi et elle m'arrache ma cigarette qu'elle porte à sa bouche. Elle fume dessus comme si c'était une addict à la nicotine qui n'a pas touché une cigarette depuis plusieurs semaines. D'un seul coup, elle me regarde en me disant « Étoile ». La seule chose que je trouve à lui répondre c'est « Hein ?» avec les grands yeux ouverts. La voleuse me jette alors la cigarette dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le principe de l'étoile filante avec les cigarettes. Je sais toujours pas ce que c'est, alors peut-être que justement parce que tu la jettes, ça va aussi vite qu'une étoile filante. Je sais pas. Bref, elle a jeté son sac au-dessus du portail. Elle est montée sur la poubelle qu'elle venait de fouiller pour mieux passer par-dessus le portail. Puis elle est partie, sans dire un mot. Quant à moi, je suis resté dehors, sans rien dire, en regardant un coup le mégot au sol, un autre le portail. Je suis rentré dans la boulangerie sans le dire à personne, même si Marie a remarqué mon état un peu superficiel. Je n'en ai jamais parlé, jugeant que ce n'était pas nécessaire. J'ai alors refusé de sortir les 2 jours qui restaient, et je déteste lorsque mes amis disent étoile. Ok, je viens de regarder sur internet et je sais toujours pas ce que c'est étoile avec une cigarette.
Voilà, donc t'hésites pas à me le dire en commentaire parce que vraiment je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Bon, j'ai jamais fumé de ma vie. Ah si, j'ai fumé une fois quand j'étais en 3ème, je crois. Et c'était de la merde. Voilà, je le dis, c'était de la merde. Donc s'il vous plaît, ne fumez pas. Je vous le dis, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous dépensez de l'argent, faites autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis bien conscient. Mais voilà, je tenais aussi à le dire. La fille a 16 ans quand elle raconte ça et elle fume déjà des cigarettes. C'est fou. Essayez d'arrêter. Enfin, essayez, tu vois, au moins essayez. Ça vous nique la vie. Il y a beaucoup mieux à faire. Mais comme dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ce qui est du thread horreur, bah vraiment flippant. J'ai écrit en texte une femme mongole pour du pain. C'est vrai que là, elle est peut-être un peu barge. Et peut-être qu'elle est aussi dans le besoin. Donc c'est vrai que peut-être que la boulangerie pourrait les filer au resto du cœur ou quoi, je sais pas. Sachant que quand tu fais des dons, peut-être c'est un peu déductible des impôts et tout. Donc à voir de ce côté-là. Parce qu'effectivement, bah, la personne, elle a l'air d'être dans le besoin quand même. Ou peut-être qu'aussi... Enfin, à mon avis, elle est besoin dans tous les sens. Soit elle est dans le besoin financier, soit besoin mental. Donc, il faudra aller consulter, clairement. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir ces 2 vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.